les confronter là où elles ne se confrontent pas, et donc effectivement dans Irma Vep de dire qu'est-ce qui se passerait si une superstar du cinéma de Hong Kong, du cinéma d'action du cinéma de Hong Kong rencontrait Jean-Pierre Léaud, rencontrait la nouvelle vague, qu'est-ce qui se passerait si l'industrie de... et c'est vrai que quand j'ai fait Irma Vep, à un moment où, disons, où j'ai écrit ce scénario en 9 jours, et presque pour m'amuser, par plaisir, etc. J'ai été porté d'abord par le sentiment d'avoir fait juste avant un film qui s'appelait L'eau froide, que j'avais tourné, qui était un long métrage tourné en 4 semaines dans des conditions économiques, on va dire, dérisoires. Et j'ai eu le sentiment, en faisant L'eau froide, d'avoir accès à une zone de liberté extraordinaire, parce que je me suis dit, au fond, à partir du moment où je sais faire un film en 4 semaines, je suis plus dépendant, au fond, du système de financement du cinéma. Il suffit d'avoir une seule source de financement, et avec celle-là, je fabrique un film avec une liberté absolue et d'une certaine façon presque hors économie, quoi. Et de fait, Irma Vep est un film qui s'est fait hors économie, dans le sens où on s'est fait jeter de partout, par tout le monde, à tous les stades, où les gens nous riaient littéralement au nez en nous disant vous croyez quand même pas qu'on va financer ce truc-là. Mais d'une certaine façon, le film était conçu au fond pour se faire en 4 semaines, bricolé. Enfin, à l'époque, quand je dis même 4 semaines de tournage, l'équipe n'a été payée que 3 semaines, la 4e étant déléguée sur des recettes. Et donc au fond, ce que je me disais, c'est toujours cette question de la liberté absolue dans le cadre du cinéma, et où c'est vrai que j'ai été inspiré par les espèces de films tracts, les films collages que Godard faisait dans les années 60. Tu vois qu'il n'y a rien de plus libre au fond dans le cinéma, et donc c'est évidemment sans me comparer à Godard, mais en tout cas c'était un outil qu'il avait inventé et que je pouvais m'approprier en voyant ce que ça donnait, en procédant par aplat, tu vois, de couleurs comme ça, et donc de collage où j'intègre dans le cinéma une réflexion sur l'image et sur la situation du cinéma. Il y a un moment donné où l'écriture, encore une fois, j'utilise tout le temps ce mot de liberté, mais enfin il est précieux, où la liberté de l'écriture, c'est de pouvoir se laisser porter par son imaginaire, enfin par le plaisir, en fait, j'ai envie de dire, et c'est un repère qui n'est pas mauvais, quoi, c'est-à-dire dans le sens d'écrire en se disant, au fond, quand je passe d'une scène à une autre, j'y passe pas selon des critères qui seraient ceux de la vraisemblance dramaturgique ou des règlements établis par les théoriciens américains du scénario, mais par le désir que j'ai de la prochaine scène, quoi, où j'ai envie à la fois de me surprendre moi-même, de surprendre le personnage et de surprendre le spectateur. Et donc, d'une certaine façon, d'avoir cette capacité à faire quelque chose où je me laisse porter sans trop savoir où je vais, sachant que c'est uniquement quand je mettrai le point final que l'ensemble prendra son sens. Et puis il prendra son sens aussi strate après strate, où ce travail se poursuivra. C'est-à-dire je continuerai à réinventer le film pendant sa préparation, pendant son tournage et à plus forte raison pendant son montage. Je dis ça y compris dans le sens où j'avais pas la moindre idée de ce que serait le film expérimental sur lequel le film se clôt. Je n'avais pas la moindre idée de ce que ça serait. Et même d'ailleurs, les premières projections du film qu'on fait, y compris pour nous, pour tester le film, etc., on les a faites avant que la fin du film soit réellement intégrée dedans. Alors que maintenant, ça me semble complètement aberrant, tellement cette dernière séquence, d'une certaine façon, est là où est l'endroit où le film mène réellement. Irma Vep, c'est le premier film que j'ai monté sur Avid. Donc avec de montage numérique. Jusque-là, j'avais toujours monté sur pellicule. Et tout d'un coup, avec Luc Barnier, qui était mon monteur, et qui commençait à ce moment-là à s'intéresser au numérique, Luc me disait un truc, il me dit, mais au fond, c'est grâce au numérique que j'ai retrouvé du plaisir à faire du montage. Parce que tout d'un coup, et on s'est rendu compte, quand on a commencé à imaginer comment faire le film expérimental de la fin, qui en réalité, c'est comme de l'animation, c'est très compliqué à faire. C'est-à-dire qu'on aurait dû établir le montage du film, de ce film expérimental, qui est sur 3-4 couches, avec des entrées, des sorties d'images, calculées au millimètre, etc. C'est comme de l'animation, ça nous aurait pris 1 an en traditionnel. Et donc, au fond, grâce à la vide, on pouvait superposer, essayer de faire toutes sortes de tests sur les surimpressions, les pourcentages des surimpressions, les fondus, les uns dans les autres, etc. Et donc, en réalité, ce qui aurait mis un temps extraordinaire à faire, c'est fait
tout simplement du fait qu'on montait sur Avid et qu'ensuite on a pu évidemment le conformer en traditionnel, mais en sachant ce qu'on faisait. Le film, il est à la fois porté par deux choses en fait. L'une étant la façon dont on retrouve la grâce des premières fois. Est-ce que c'est possible de retrouver la virginité, ou est-ce que c'est possible de retrouver la première fois, quoi. Enfin, en tout cas, la pureté, la beauté, l'évidence, si tu veux, du cinéma muet en l'occurrence. Et bon, sachant qu'on ne peut pas la retrouver de façon littérale, par quel biais pourrait-on éventuellement produire le même effet de découverte de première fois? Le film, de ce point de vue-là, propose deux hypothèses. C'est-à-dire à partir du moment où le remake du film dans le film s'arrête, il y a au fond une proposition que fait le personnage de Maggie, qui est de dire, mais au fond peut-être que la continuation du cinéma, ça serait dans la vie. J'ai envie de dire presque dans la situation, enfin au sens debordien du terme, où d'une certaine façon l'univers de la fiction pourrait pourrait affecter notre perception du réel, c'est-à-dire qu'on pourrait vivre. Que de vivre à la première personne ce qui est porté par la fiction pourrait être une forme à la fois nouvelle et avec une certaine puissance en l'occurrence, c'est-à-dire d'une certaine façon c'est le happening. Tu vois, ça renvoie à ça d'une certaine façon, en tant que le happening, en tant que prolongement de l'art. Et l'autre possibilité, c'est celle que propose le personnage de Jean-Pierre Léaud, le cinéaste René Vidal, fictif, c'est l'expérimentation. C'est tout d'un coup la mise en question de la matière du film et de la façon dont on peut éventuellement même la broyer pour produire quelque chose qui renverrait, on va dire, à l'art moderne, à l'action painting, si on veut, enfin en tout cas une période qu'on a résumée comme abstraction lyrique, enfin qui pourrait être aussi bien aussi l'école de New York, enfin tu vois, etc. Un moment de l'histoire moderne de l'art où c'est dans l'agression du matériau qu'il y a une forme de modernité. Et ça, c'est porté par le personnage d'Irma Vep, c'est-à-dire Irma Vep, évidemment, est un personnage de fiction qui est au centre du serial de Feuillade, Les Vampires, et donc son nom est anagramme de vampire. Moi, je me sers à la fois j'ai envie de dire, de Feuillade, c'est-à-dire du mystère et de la beauté, enfin, mystérieuse du cinéma de Feuillade, et au fond du mot vampire, c'est-à-dire que pour moi, Irma Vep est un fantôme qui se promène dans le film et qui, comme dans, si tu veux, comme dans l'invasion des profanateurs de sépulture, dans Invasion of the Body Snatcher, prend possession des personnages un par un. Enfin, c'est comme si le fantôme, et donc au moment où le personnage de Maggie met le costume et devient Irma Vep, vit la vie d'Irma Vep, il y a quelque chose, elle est littéralement possédée par le fantôme d'Irma Vep. C'est un des seuls films que j'ai fait qui est un véritable happy end de ce point de vue-là. C'est-à-dire que moi, la question, si tu veux, je suis de ce point de vue-là, enfin, je le dirai jamais assez, je suis très peu cinéphile, enfin, dans le sens où, je veux dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment la problématique spécifique du cinéma moderne ou du cinéma contemporain, comme on veut. Et c'est vrai que la mythologie du cinéma ne m'intéresse pas, ne m'a jamais vraiment intéressé, elle m'a toujours semblé quelque chose qui tirait vers l'arrière. Et donc, quand je me propose le problème de représenter la pratique du cinéma d'aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est la pratique d'aujourd'hui dans le cinéma spécifique de la fabrication des films, où il y a quelque chose à la fois de beau et de dérisoire, comme dans tout. Et c'est vrai que les repères que je me donnais, c'était plutôt des films comme Prends garde à la sainte putain de Fassbinder, ou même d'ailleurs dans une certaine mesure un film comme Snake Eyes d'Abel Ferrara, où ça m'avait frappé, enfin disons, j'ai envie de dire presque l'honnêteté d'Abel Ferrara, qui à un moment donné montre le cinéaste qui est en train de faire ce film où il cherche une forme de violence, d'extrémisme, etc., et qui en fait rentre chez lui pour manger des pâtes en écoutant de l'opéra, quoi. Et je me dis, il y avait une sorte de crudité et d'honnêteté, quoi, dans la manière dont il se dont il met en scène sa vie quotidienne, où je me disais, mais au fond, voilà, il faut pouvoir être aussi juste et aussi véridique que ça, et peut-être aussi cruel que ça. Donc, pour moi, il y a ce côté
champ de bataille des films, de la pratique contemporaine du cinéma, à un moment où, au fond, le cinéma a perdu le rapport avec la voie droite, enfin, disons que dans le sens où, au fond, la pensée, la théorie de cinéma est complètement fragmentée dans tous les sens, clanique, le cas échéant, et au fond, le lieu du tournage devient le lieu d'affrontement, de regards différents, tous légitimes par ailleurs, sur le cinéma. D'une certaine façon, plus tu fais les films avec cette légèreté ou cette liberté dont je te parlais, où tu fais ce que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire d'ouvrir la porte à tout, d'une certaine façon, tu es traversé par les flux de l'époque, fatalement, tu vois, même si tu as le sentiment d'en être loin, même si tu as le sentiment d'être dans un univers de fiction ou de rêverie, etc. Je veux dire, le fait de faire un film avec un tout petit budget où tu n'as pas la capacité de transformer le monde, mais que tu dois au contraire te nourrir de lui et te servir de ce qui te vient, fatalement, ce que tu finis par aimanter, c'est l'ici et maintenant. Ce qui me plaisait dans le film, c'est que je me dis, mais au fond, dès que j'ai commencé à réfléchir au film, je me dis je vais confronter Maggie Cheung avec Jean-Pierre Léaud, c'est déjà d'emblée c'est un truc de comédie. Et donc, si tu veux, donc fatalement, je me dis tiens, pour une fois, pour la première fois de ma vie, j'ai un sujet de comédie et je vais voir ce qui se passe si je tire le fil. Et c'est vrai que j'ai découvert un truc qui m'a beaucoup marqué, qui est que je pouvais vraiment rire en regardant pendant mon propre tournage et créer des situations qui me font rire. Alors effectivement de façon certes grinçante, mais néanmoins, moi ça m'a quand même beaucoup touché et marqué, et je n'ai jamais oublié, si tu veux, le fait que le plaisir qu'il y a à entendre rire dans une salle. C'est un truc, il y a toujours eu de l'ironie etc. Mais enfin, j'avais l'impression que c'était avec moi que ça faisait rire. Tandis que dans Irma Vep, c'est plus direct, c'est plus immédiat. C'est des situations de drôlerie que souvent d'ailleurs porte Jean-Pierre, qui est très conscient de ce qu'il fait, enfin qui est comme d'habitude, d'une brillante fausse maladresse, tu vois, de plan à plan, faisant d'une certaine façon, ce que j'ai fait avec Juliette Binoche ou avec Kristen Stewart dans Sils Maria, c'est-à-dire jouant son propre rôle. Et c'est toujours une chose qui est assez passionnante. Quand tu travailles avec une comédienne, c'est vrai que peut-être ça a ça en commun. C'est-à-dire que quand j'ai tourné avec Maggie Cheung et quand j'ai tourné Sils Maria avec Juliette, il y avait cette question de comment tu fais pour donner à une actrice qui a déjà tout fait quelque chose qu'elle n'a pas fait, quelque chose qui va la déstabiliser au meilleur sens du terme, c'est-à-dire la stimuler pour faire autre chose et ouvrir peut-être des nouveaux, etc. Et d'une certaine façon, je me suis dit, au fond, ce que Maggie n'a jamais fait, c'est jouer elle-même, et de la même manière, ce que Juliette n'a jamais fait, c'est jouer elle-même. Pas exactement elle-même, mais disons quelque chose où l'une ou l'autre peuvent se servir de leur propre expérience. C'est-à-dire que